Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce premier Digitalk. Aujourd'hui nous allions interviewer Clément Ducret qui est responsable de l'acquisition média pour la banque digitale Fortuneo. Il va nous partager son retour d'expérience à propos du digital. Donc merci Clément. Écoute, je suis content d'être là sur le plateau. Clément, est-ce que tu peux nous définir quel est le rôle d'un responsable d'acquisition média ? Tout d'abord, c'est la mise en place d'une stratégie média, donc une stratégie d'acquisition. La seconde partie, qui est assez importante, en fait, c'est toute la partie responsable du suivi, responsable du tracking et de l'entretien des campagnes. Et une troisième, qui est la troisième composante, le troisième pied de ce triptyque, c'est le ROI. On est en charge de la stratégie, d'une réflexion et d'une intelligence, ensuite de son déploiement et de son suivi, et à la fin, on va calculer le retour sur investissement des actions qu'on mène. Et je dirais qu'il y a aussi une quatrième partie un peu externe qui est plus des projets long terme, qui est la gestion de projets digitaux. Quels sont les éléments, les conseils d'une bonne stratégie digitale ? En 3 points. Tout d'abord, il faut regarder ce qui marche. Vous avez un site internet, il y a déjà des choses qui fonctionnent, appuyez-vous dessus, investissez en termes de médias sur ce qui fonctionne déjà. Allez plus loin. Le deuxième point, c'est plus du test and learn. On met un petit peu, on lance, on rajoute des pages, on en rajoute, etc. Mettez en production tout de suite et avancez progressivement. Et le troisième point, c'est garder l'humain. On est peut-être dans un monde qui est de plus en plus digital, oui. Mais l'humain est hyper important pour la confiance, pour les clients, pour l'ensemble de nos échanges. Donc l'humain doit rester au centre. La preuve, tu es là aujourd'hui. Alors là, on va traiter de l'utilisation du digital. Oui. Selon toi, quel est le rapport des Français par rapport au digital et par rapport au mobile, l'utilisation du mobile ? Bon, là-dessus, je crois que j'apprends rien à personne en parlant de croissance du secteur depuis des années. Je crois aussi que ne pas nous tromper en disant que ça va rester dans la durée. Mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'on est face à des aisances dans le moyen du digital qui vont être différentes en fonction des personnes. Un jeune qui est né avec un téléphone dans sa poche, qui a 20 ans, il va être très à l'aise avec l'informatique. Et quand on conçoit une interface mobile, il ne faut pas penser qu'on s'adresse à celui-ci. Il faut penser qu'on s'adresse plus à nos parents, voire nos arrière-grands-parents, et leur dire, voilà, si demain je vais faire une application, il faudrait que ce soit pour eux. Parce que si on pense à eux d'abord, c'est que l'usage est bon, et dans ce cas-là, ça pourra correspondre à tout le monde. Un digital native, il arrivera toujours à s'adapter et à comprendre ce qu'il fait avec son téléphone. Ouais. Si on pense un peu plus à axer son produit à un senior, les optimisations UX qu'on mènera, elles seront bien plus évidentes dès le début. Mettre le bouton en vert pour valider, en rouge pour dire non, avoir un fil d'Ariane pour l'avancer dans un tunnel de conversion, avoir un fil d'Ariane sur un site, un titre en gros. Voilà, tout ça c'est des optimisations UX qui sont essentielles. Il ne faut pas oublier qu'en fait le digital est de plus en plus dans nos mœurs, mais on n'a pas tous le même niveau. Et c'est évident pour nous, ça l'est pas toujours. Et donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Ouais. Si on veut continuer que le mobile reste dans nos mœurs. Selon toi, Clément, est-ce que le site web et l'application sont des outils importants pour l'acquisition et la fidélisation de clients ? Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il y a le prospect et le client. Le prospect découvre, il n'est pas encore client, et le client est l'étape du dessus, l'étape d'après. Je crois que ma conviction, c'est que l'application s'adresse davantage à des clients dans le cadre d'une fidélisation, et un site web s'adresse un peu plus à des prospects. Pour 3 raisons. Le site web déjà, il est crawlable par les moteurs de recherche et indexé sur les moteurs de recherche, et donc il va être davantage ouvert. Il y a une notion de vitrine, et donc il va drainer davantage de trafic. La seconde raison, c'est que le site web, il a la capacité de s'adapter à toutes les tailles d'écran, à tous les terminaux. On n'est pas obligé d'avoir un Android ou un Apple pour accéder à un site web. On peut le faire depuis une autre marque, on peut le faire depuis un ordinateur qui n'a pas un OS spécifique. Le site internet est un peu plus ouvert. Et le dernier point, c'est en termes d'acquisition, il n'y a pas d'étape de téléchargement. Une application, on est obligé de passer par un store et télécharger. Oui. Le parcours utilisateur est plus long. Exactement. Et donc, en fait, pour un prospect qui découvre la marque, passer par une étape de téléchargement avant de découvrir, c'est un peu long. Donc pour moi, il y a une petite limite entre les deux mondes. L'application pour la fidélisation et le site web pour l'acquisition prospect. À noter, tout dernier petit point, c'est qu'il y a un gros changement en ce moment dans le marché, c'est les progressive web apps.
oui. qui est un peu un mélange des deux mondes, qui permet donc à l'utilisateur de télécharger un site web avec ces informations loguées sur son téléphone, et ça va avoir presque le même comportement qu'une application. Et ça, pour moi, il faut regarder, parce que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ça va faire beaucoup bouger le marché des applications. Durant le confinement, on a vu les modes de consommation changer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, je pense que c'est à deux niveaux qu'on a eu un gros changement. Tout d'abord, dans nos vies personnelles, on peut plus aller consommer de la même manière. Toute la consommation que l'on réalise est à distance. Donc à partir de là, ça a été un énorme changement qui a d'ailleurs beaucoup profité au secteur de retail et du e-commerce. Et en second lieu, je dirais que c'est aussi une réorganisation en termes de structure dans les entreprises. On ne peut plus travailler avec du papier aujourd'hui. En tout cas, depuis 2 mois et demi, là, le papier est vraiment très compliqué, à moins de s'envoyer des lettres. Mais ça reste quand même assez différent dans un monde où on a besoin de travailler vite. Donc je crois que le gros chiffre qu'on a eu, c'est personnel et professionnel. Pour des entreprises, si l'activité n'est pas 100% digitale, donc 100% pure payeur, comment est-ce que toi tu vois l'utilisation du digital par rapport aux forces commerciales, puisque parfois un directeur commercial va se dire en fait le digital ça peut être une menace par rapport à mes équipes. Comment tu vois les choses? Alors pour moi le digital c'est un support, c'est un outil qui va permettre de garder et de maintenir un lien avec les clients. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va venir prendre la place d'une relation commerciale, qui va finir à prendre la place de l'humain. Il faut le voir comme un outil et comme un support. Il va faciliter des échanges. Je donne par exemple l'image du vendeur en boutique avec une tablette. Il va pouvoir aller chercher des informations directement sur le client en rentrant son login et lui permettre d'accélérer certaines étapes dans la gestion de son suivi. Selon moi, le digital, pour des équipes qui travaillent majoritairement avec des contacts humains, le digital n'est pas une menace. Pour moi, le digital est un moyen, est un support, un outil, un peu comme un terminal de paiement de carte bancaire. On va pouvoir gagner du temps en l'utilisant. C'est comme ça qu'il faut voir le digital, ça va permettre de faire gagner du temps. Il faut juste pouvoir l'utiliser et l'intégrer dans nos habitudes de travail. Dans le cas par exemple d'un serveur, dans un restaurant, il va pouvoir noter une commande sur une tablette et envoyer directement la commande en cuisine. On est sûr qu'elle va être loguée, la note à la fin, il n'y aura pas d'erreur, les calculs sont faits automatiquement, tout ça. En fait, le digital va permettre donc d'automatiser certaines choses et ainsi le serveur se concentre sur une relation cliente. Qu'est-ce que tu penses d'adopter une stratégie digitale sur un marché en B2B? Je pense qu'un marché en B2B, il est essentiel d'avoir une stratégie digitale et de l'optimiser. Un tracking simple, c'est je traque les visites de mon site. Bon, tel jour, je sais que j'ai tant de visites. Je regarde aussi si j'ai des dossiers ouverts en cours, des contrats qui ont été négociés et à la fin des signatures. Ce qui est intéressant de voir, en réalité, c'est pas les stocks. Il ne faut pas avoir une version silotée, une vision silotée. Il faut se dire, en fait, quelle est la part des personnes qui ont un contrat signé ou en cours de rédaction, quelle page du site est-ce qu'ils sont venus voir et par quel levier est-ce qu'ils sont arrivés en termes d'acquisition. Et à partir de là, on peut se dire, en fait, si on va avoir une bonne stratégie digitale, il faut aller parier sur ces leviers parce que c'est ceux-là qui nous ramènent en bout de course les bons leads. Donc oui, une stratégie B2B, elle a besoin d'avoir une bonne stratégie digitale d'acquisition. Il faut réconcilier, je pense en responsable d'acquisition, les premiers points de touche en termes d'impression, les premiers points de touche en termes de clics et de visites sur un site, avec la qualité des leads qui vont être obtenus derrière en fin de tunnel. Si on arrive à dire, en fait, nos meilleurs clients proviennent de tel levier, ça va permettre donc à l'entreprise de se dire, ça va permettre au responsable d'acquisition de dire je vais mettre davantage de moyens sur ce levier parce qu'on a un tracking optimisé sur toute la chaîne de conversion. Clément, là on va aborder la présence d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu penses que ça permet d'acquérir de nouveaux clients? Alors, il faut bien distinguer deux choses sur les réseaux sociaux. Il y a la présence payante et la présence organique. D'accord. La présence payante, c'est celle où on va acheter de l'espace média pour faire des sponsors d'ads, des ads sponsorisés. Et il y a la présence organique dans laquelle on va créer une page et on va poster au nom de la boîte. Deux approches un peu différentes. La première, on paye pour une visibilité. La seconde, il faut aller chercher soi-même sa visibilité en cherchant des engagements avec sa communauté. Si moi demain je lance mon entreprise, je crée une page pour mon entreprise sur le réseau social, déjà pour éviter le cybersquatting. Après, en second temps, est-ce que je serai amené à beaucoup poster Là-dessus, j'émets un peu plus de réserve parce que le temps que je vais passer, les ressources que je vais investir
à poster sur ces plateformes. Il ne faut pas oublier qu'en fait on poste tous ces contenus sur ces plateformes et que ça leur appartient et qu'on vient nourrir ces plateformes, toutes ces plateformes de réseaux sociaux, hein, Facebook, TikTok, YouTube, et que le jour où elles décident de changer les paramètres, de changer les CGV, bah on est complètement dépendant, le contenu a été posté, il leur appartient et on se retrouve avec un site sur lequel on n'a pas ces contenus-là. Donc il faut effectivement être présent, mais toujours faire un rapport quand même et ne pas oublier qu'une fois que c'est posté, c'est plus vraiment nous, et garder ça en tête. Comment est-ce que toi tu vois la place et la voie du digital dans le futur ? Déjà la première chose, c'est que je pense que le digital n'est pas voué à s'arrêter tout de suite. Je pense que dans le futur, l'information devra être livrée encore plus rapidement, avec encore plus de détails. Je donne un exemple, on achète un e-commerce, on a uniquement des informations sur l'expédition, l'envoi, quelques étapes dans la réception. Je crois que dans les années qui viennent, on voudra savoir exactement où se trouve le colis à un instant T, on voudra savoir qui l'a mis dans une boîte, quelle est la couleur de la boîte, est-ce qu'on peut avoir une photo du produit. Je pense que demain, on aura davantage d'informations, les chaînes logistiques seront complètement virtualisées et on apportera encore plus d'informations aux clients. La digitalisation qui va encore plus loin, on apportera encore plus de transparence dans les entreprises. Ouais, bah, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'expérience client alors. Je pense que ça va être hyper important sur la partie expérience client, exactement. D'accord. Au profit du consommateur et donc aussi le consommateur attendra aussi beaucoup plus de l'entreprise. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait plus certaines entreprises vont aller un petit peu plus loin dans la digitalisation, plus les autres seront obligés de s'adapter et se mettre au même niveau. Toutes les actions qu'on mène dans une entreprise vont être envoyées et virtualisées et donc à partir de là, toute l'information pourra potentiellement être partagée. Si toutes les entreprises vont un peu plus loin, les autres seront obligés de suivre. Eh bien Clément, je te remercie d'avoir accepté de te livrer sur ton retour d'expérience sur le digital. Oui. Et d'avoir participé à ce premier Digitalk d'APAESSO. Je te remercie.